Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un responsable politique de premier plan, bien connu sur la scène politique nationale, internationale aussi, ayant été plusieurs fois ministre, ambassadeur et même secrétaire général de parti, qu'il est toujours. Notre invité est également réputé pour ne pas avoir sa langue enfouie dans sa poche, soigneusement rangée. Il dit ce qu'il pense globalement. C'est Nabil Ben Abdallah, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Vous avez été ministre de la Communication, puis ministre de l'Habitat, puis après c'est un peu plus long, de l'urbanisme, de la politique de la ville, puis après de l'habitat et de la politique de la ville, et enfin de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Vous allez nous expliquer un peu les différences entre tout ça. Et vous êtes donc depuis mai 2010, avec précisément, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme PPS. Ça fait donc un peu plus que 12 ans. Merci d'être avec nous, merci de vouloir répondre à nos questions qu'on va vous poser, moi et c'est Mustafa Sahimi, professeur de droit et politologue qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera quand même pour l'occasion. Merci à vous d'être là, tous les deux. C'est moi qui vous remercie. C'est Ben Abdallah, comment ça se passe la vie 7 ans après 7 ans de gouvernement? Vous avez quitté en 2017, si Nous avons quitté en 2019. J'ai quitté personnellement en 2017. Vous avez quitté, voilà. Le parti a quitté en 2019. Et vous savez, une chose est importante en matière de responsabilité politique. Lorsque vous y entrez, il faut savoir qu'à un moment, vous allez quitter cette responsabilité. Si vous ne vous mettez pas ça dans la tête, vous pouvez avoir une sacrée dose de choc dont certains ne se sont pas relevés. Pour ma part, j'accomplissais un devoir militant, un devoir national. J'ai assumé cette responsabilité, le parti m'a demandé de le faire, j'ai été nommé pour ce faire par Sa Majesté le Roi, et je savais que ça avait une fin. Comme d'ailleurs la responsabilité de ministre de la Communication, ça a eu un début, ça a eu une fin, et celle de ministre de l'Habitat avec les différentes péripéties. Je savais aussi qu'à un moment ça allait se terminer. Donc voilà, il ne se passe rien de particulier. J'ai continué ma responsabilité de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, en assumant la place... Vous êtes quand même un survivant du gouvernement, puisque vous êtes passé de Ben Kiran 1 à Ben Kiran 2, puis à Othmani 1, et à Othmani 2, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas essayé quand même de rester en 2017? C'était juste après d'ailleurs la formation du gouvernement de Othmani 1. Non, jamais. Ça, je vous le dis en toute sincérité, et puis en même temps un peu de fierté. Je veux dire... il y a eu ce qu'il y a eu en 2017, je me suis déjà prononcé dessus, sur la question de la Hoceima, en disant que, en tout cas, nous concernant, aussi bien si Hussein Lourdé et moi-même, que ça n'avait strictement rien à voir avec la Hoceima, puisque sur les programmes de la Hoceima, nous étions même en avance par rapport à l'exécution de projets liés aussi bien au ministère de la Santé qu'au ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville, puisqu'il s'agissait en particulier de projets rentrant dans le cadre de la politique de la ville, et que les positions qui ont été les nôtres en tant que PPS ont mené à cette décision. Nous le savions, nous l'avons assumé. Maintenant, non, je n'ai jamais essayé après cela d'avoir une autre responsabilité parce que je pensais qu'il n'était plus question de le faire. Est-ce que votre départ du gouvernement le 24 février 2017 n'a pas poussé le parti 24 octobre. Comment 24 octobre 2017. 24 octobre 2017, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que votre départ du gouvernement, dans des conditions particulières que vous avez évoquées, n'a pas conduit à ce que votre parti quitte le cabinet Othmani en octobre 2019, c'est-à-dire 2 ans après? Ce qui a conduit principalement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, ce qui a conduit principalement à cela, c'est que nous ne sentions plus la fibre réformiste dont le pays avait besoin avec Othmani, d'une part. D'autre part, même du temps de Ben Kiran, non pas que ce gouvernement est un gouvernement parfait ou qu'il a réalisé beaucoup plus que d'autres avant lui, mais pour le moins, c'était un gouvernement qui a porté 3-4 questions majeures, qui a essayé d'avancer dans ces questions, et c'est un gouvernement qui était plus cohérent et qui
n'avait pas de problème en interne, sauf la péripétie sortie de l'Istiqlal, Shabbat, etc. Mais, mis à part cela, c'était un gouvernement qui a navigué dans la stabilité. Le gouvernement Othmani, d'une part, manquait de capacité réformiste, et d'autre part, vous l'avez remarqué, pendant pratiquement les 5 ans, eh bien, il y avait le PJD d'un côté et 4 autres partis de l'autre, d'un autre, menés par le RNI. Et nous étions au milieu de tout cela parce que nous ne voulions ni être suivistes par rapport à un PJD qui n'avait plus cette fibre, ni par rapport à 4 partis dont le seul souci, c'était de mettre en échec le PJD. Et alors pourquoi vous avez attendu jusqu'en 2019 pour quitter ? Parce que, et j'y arrivais, parce que lorsque l'incident de l'Husseima s'est produit, je vous le dis en toute sincérité, nous avons discuté au sein du parti, et je peux dire que j'ai personnellement peut-être fait pencher la balance vers une poursuite, parce que je ne voulais absolument pas qu'il y ait personnalisation, que l'on puisse dire que c'est parce qu'il y a eu une sanction qui m'a concerné personnellement que nous décidons de sortir. Donc j'ai dit, reportons cette échéance. Il y a eu ensuite l'épisode Sharafat Afilal, qui nous a un peu plus... C'est le secrétaire d'État à l'eau. Oui, octobre 2018, un an après. Nous avons eu à partir de là un certain nombre de questionnements en se disant quand même, premier coup, deuxième coup, là nous sommes un peu en difficulté. Et dans le parti, il fallait faire mûrir aussi le fait de quitter le gouvernement après un peu moins de 20 ans de participation. Sur ce point, si vous permettez, puisque vous faites référence au positionnement de votre parti à la question d'Aziz Bousta, je voudrais solliciter l'histoire sous votre contrôle. En gros, il y a 3 séquences dans l'histoire du PPS depuis sa création en 1974. 74-98, l'opposition, dans des conditions difficiles, j'y reviens pas, donc c'était quand même 24 ans. Une deuxième séquence, 98-2009, c'est-à-dire donc une période intéressante. Et puis, il y a cette troisième séquence qui est celle du passage à l'opposition. Alors, ma question est celle-ci. Le PPS, qui a eu une culture gouvernementale longtemps, donc, est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise finalement aujourd'hui dans le périmètre et dans le camp de l'opposition ? Non. Non, parce que nous avons été éduqués dans une vision selon laquelle un parti est fait pour gouverner. Un parti est fait pour mettre en œuvre ses idées. Un parti est fait, sauf conditions exceptionnelles, comme celles que nous avons vécues dans le pays au lendemain de l'indépendance, l'état d'exception et autres. Là, on ne peut pas parler d'une situation normale. Mais quand on est dans une situation démocratique quelque peu normale, eh bien, il s'agit de se présenter aux élections et de mettre en œuvre un programme, de présenter un programme et d'essayer de le porter à travers la gestion des affaires publiques. Autrement, si on annonce à cette opinion publique, à ce peuple-là, nous voulons juste exprimer des idées et ne jamais gouverner, c'est absolument irresponsable. Et donc, non, au contraire, nous pensons que à chaque fois que nous avons pu apporter des choses, nous avons apporté des choses, que ce soit dans le gouvernement Youssoufi, ou dans le gouvernement Drejto, ou dans le gouvernement Abbas El-Fassi, ou dans le gouvernement Abdelila Ben Kiran. Avec Saad Othmani, nous sentions qu'il y avait une panne, que c'était plus jouable, qu'il fallait qu'on assume nos responsabilités. Et donc après cette question de premier choc, deuxième choc, et lorsqu'il y a eu le remaniement de ce gouvernement, annoncé en juillet et concrétisé en septembre 2019, à ce moment-là, j'avais clairement dit à Saad Othmani, écoutez, il faudra probablement que vous fassiez à l'idée que nous allons quitter ce gouvernement parce que je vous ai prévenu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, le parti ne se sent pas à l'aise parce qu'il n'y a pas de portage sérieux des réformes et d'autre part, il n'y a pas de cohérence et d'unité dans ce gouvernement avec 4 autres partis. Alors pour aller dans le même sens que la question de Moustapha Shehimi, apparemment ça vous favorise le fait d'être à l'opposition puisque quand vous étiez dans la majorité, vous n'avez même pas de groupe, de 2011 à 2016, si ma mémoire est bonne. Si, on avait un groupe de 2016, oui. 2016. En 2016, nous avions ce qu'on appelle un groupement. Vous passez à l'opposition en 2019, et 2 ans après pour les élections, vous arrivez à un record qui est quand même celui d'un groupe de 22 élus. Est-ce que ça ne vous avantage pas quelque part d'être dans l'opposition ? Ça rejoint un peu la question de Moustapha Shehimi.
Ce qui est un record. Hein. Non, écoutez, je veux dire, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer aussi sur les résultats de 2016. Les résultats de 2016 sont aussi... Vous les trouvez contestables? Sont aussi liés à oppositions qui ont été les nôtres avec Ben Kiran et un certain nombre de développements, dont notamment certains se sont déroulés un mois avant les élections. Et je crois que le PPS était quelque peu dans la ligne de mire. Vous ne voulez pas de langue de bois, donc je vous sers la langue comme elle doit être servie. Nous étions un peu dans la ligne de mire, étant donné tout ce parcours. Et donc, voilà, il y a eu un résultat électoral qui a sanctifié tout cela. Mais tout le monde sait que nous étions beaucoup plus proches à ce moment-là d'une trentaine de députés que des 12 qui nous ont été accordés. Excusez-moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu facile de dire ça. Pardonnez-moi de vous dire, vous êtes dans une configuration où vous dites que vous étiez dans la ligne de mire, que les résultats étaient peut-être contestables, vous ne les avez pas contestés et vous avez quand même accepté de figurer dans le gouvernement, dans la majorité. Il faut avoir une certaine logique. Si on n'est pas d'accord, ben on sort de la boucle. Vous savez, je suis dans la même logique que celle dans laquelle vous vous trouvez, c'est Aziz, ou dans laquelle se trouve Si Mustafa. Ça veut dire que nous sommes dans une logique d'un pays qui a ses particularités. Soit vous savez les gérer, soit vous vous mettez en marge complètement de cette situation. Donc si vous voulez juste parader et à un moment donné mener un baroud d'honneur, mais vous vous retrouvez dans la marge, même pas dans les tribunes, probablement dans l'arrière-cour de là où ça se passe, vous pouvez avoir des positions comme ça. Mais si vous voulez rester dans le coup, il faut avoir le courage. Il faut avoir absolument. Il faut avoir le courage, d'une part, de dire ses positions, mais d'autre part, de continuer à participer, à être dans le jeu institutionnel. C'est ça le PPS. Nous avons toujours été convaincus de cela. Mais dans l'opposition. Oui, non, mais nous sommes dans l'opposition aujourd'hui. Lorsque nous avons considéré. En 2016. En 2016, nous avions à ce moment-là considéré que Ben Kiran, et le PJD ont remporté de nouveau les élections. Ce n'était pas particulièrement notre souhait. Ce qui nous importait, c'était d'abord notre score à nous-mêmes. Mais nous considérions que, puisque l'élan de réforme pouvait encore être approfondi, qu'il fallait y être. Malheureusement, il y a eu les 6 mois de blocage. Ensuite, il y a eu une nomination de Saadil Othmani. Nous avons longuement discuté. Doit-on continuer dans ce gouvernement ou pas? Et c'est posé à nous la question, avons-nous une alliance avec Ben Kiran ou avons-nous une alliance avec un PJD qui a un projet qui peut nous arranger sur certains de ces aspects, pas tous. Nos divergences sont connues sur beaucoup de questions. Et nous avons dit non, la logique voudrait qu'on continue. Mais lorsque nous avons continué, nous nous sommes rendus compte que Saadil Othmani et le PJD de l'époque ne portaient pas la même fibre réformiste que celle qui a été portée par Ben Kiran. Donc nous avons supporté une première fois, une deuxième fois, nous l'avons annoncé. Et ce que je suis en train de vous dire, vous le retrouvez dans des communiqués de notre bureau politique, vous le retrouvez dans des sessions de notre comité central, dans des émissions dans lesquelles je suis passé ou d'autres membres du parti sont passés, télévisuels ou audiovisuels, etc. Et donc c'est cela, le PPS. Nous disons les choses et nous estimons que s'il n'y a aucune condition qui nous permet d'être dans un gouvernement, ce n'est pas la peine d'y être. D'ailleurs, je vous mets en liaison directe avec l'actualité, mais vous pouvez encore me poser des questions sur l'histoire. Là, c'est la même chose. À votre décharge, je le reconnais, vous avez refusé. C'est d'ailleurs c'est ce que nous avons pratiqué avec Aziz Akhannouch. Puisque quand Aziz Akhannouch, il ne nous a pas demandé de participer, certes, officiellement, mais avant même qu'il le demande, lorsque je me suis présenté devant lui à sa demande, je lui ai dit, ça ne nous intéresse pas non plus, parce que nous considérions que ce gouvernement ne pouvait pas porter l'élan de réforme dont le pays avait besoin. Nous avions décidé de manière préalable qu'il ne fallait pas y être. Vous considérez peut-être que le PPS fait l'objet d'un traitement particulier et qu'il aurait été sanctionné électoralement. Je parle de 2016. C'est de la vieille histoire aujourd'hui. Oui, mais
Ça reste quand même un élément. Sanctionner jusqu'à preuve du contraire. Quand non, sanctionner avant les élections. C'est la sanction populaire. Nous parlons de la période 2016. Vous considérez qu'il y a donc c'est une affaire qui est aujourd'hui pliée. Alors revenons à aujourd'hui. Pardon, sur ce plan-là, vous avez dit que vous escomptiez une trentaine de députés. Vous n'avez eu que 22 sièges. Que 12. En 2016. Non, je parle maintenant de 2021. Maintenant. Vous avez dit que vous attendiez une trentaine de sièges. Non, ça y est, on a fini 2016, maintenant en 2021, je peux vous dire que si, j'ai déjà eu l'occasion de me prononcer sur ça et le parti l'a dit, en 2021, il est important de le signaler. Non pas par rapport au score du PPS, parce qu'il y a plus important que cela. Ce qui s'est passé en 2021 est extrêmement alarmant pour la situation de la démocratie dans notre pays. Puisqu'en 2021, ce n'est pas une œuvre de tripatouillage de la part des autorités qu'il s'agit de dénoncer. Il s'agit de s'arrêter sur l'utilisation massive de l'argent, ce qui est un acte de corruption majeur de la société marocaine, ce qui est également un acte qui crée un fossé encore plus important entre le citoyen et entre la politique. Et ça, nous l'avons signalé avant, nous l'avons signalé pendant la campagne électorale, nous l'avons signalé après. Il est évident que, n'ayant pas utilisé ces moyens-là, les ayant refusés, nous aurions pu, dans un certain nombre de circonscriptions, avoir des sièges si l'argent n'avait pas été utilisé de manière massive. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Dans le House, savez-vous, pour ceux qui connaissent la chose électorale, savez-vous que nous avons un député qui a fait 22 000 voix et qui n'est pas passé, alors que dans d'autres circonscriptions, il a suffi, notamment dans Casablanca ou autres, parce que les circonscriptions sont plus petites, il a suffi de 5 ou 6 000 voix pour passer. Vous savez pourquoi ? Parce que le premier, le deuxième et le troisième ont utilisé l'argent de manière beaucoup plus massive qu'avant. Et donc, ça n'a pas permis. Donc, c'est pour cela que je dis, si nous avions eu des élections normales. Nous avons tous suivi les élections, nous avons entendu vos déclarations à ce sujet, nous avons entendu les démentis du RNI, puisque c'est de lui que vous parlez sur le sujet. Et la chose la plus évidente, et nous avons donc un professeur de droit avec nous, et où on a des preuves et on va à la justice, où on n'a pas de preuves, et dans ce cas, ça reste de la joute verbale politicienne. Je ne dis pas politique, je dis politicienne. Est-ce que s'il y a des preuves sur ça, pourquoi ne pas avoir été aux tribunaux? Ça a été une question qui a été posée à d'autres personnes. C'est une question qui m'a été posée. D'abord, bien entendu, l'utilisation de l'argent n'est pas une affaire nouvelle sur la scène politique marocaine, et ce n'est pas une affaire nouvelle au niveau d'un certain nombre de pays. L'argent est utilisé de manière générale dans les élections. Quand c'est utilisé à dose, j'allais presque dire homéopathique, quand c'est utilisé par rapport à de grandes campagnes de com ou par rapport à l'infléchissement d'une partie de l'opinion publique ou dans un certain nombre de milieux sociaux, des aides qui peuvent être apportées ou autres, bon, on peut encore considérer qu'après tout, ça fait partie de la concurrence politique. Mais quand c'est utilisé de manière massive et que le seul objectif, c'est que nous avions un parti qu'il s'agissait de dégommer. Je ne suis pas particulièrement pour la défense de ce parti. Ils ont leurs propres responsables. Ils peuvent être là pour se défendre. Mais j'ai dit, y compris dans des réunions officielles, j'ai dit attention, qu'il y ait cette volonté de changer, et comme on dit en arabe, je veux bien. Parce que le pays a besoin d'un souffle nouveau et probablement d'essayer d'autres forces politiques. Mais attention à ne pas le faire par des moyens qui risquent de produire pire. Vous répondez pas à ma question ? Je vais y arriver. Qui risquent de produire pire. Donc, maintenant, cette utilisation de l'argent massif, moi je ne suis pas un procureur, c'est Aziz, ni un huissier de justice. Je suis un militant politique et un responsable. Donc moi je mène une action politique. Et si je vais passer mon temps dans les tribunaux en train d'aller chercher des preuves par rapport à l'argent, est-ce que pour vous, utiliser une association ou une fondation, d'accord, en distribuant des centaines de milliers de couffins pendant le mois de Ramadan qui précède les élections,
pendant l'Aïd Srer, pendant l'Aïd Kbir, avant les élections, et je l'ai dénoncé, je l'ai dit dans des émissions publiques, et le parti également en parlait, et nous avons été officiellement portés, d'ailleurs, avec les partis d'opposition, qui sont aujourd'hui partenaires de gouvernement du RNI. Nous avons, justement, avec Siwebi et avec Sénézar, été dans une réunion avec le ministre de l'Intérieur, et nous lui avons dit ce qui se passe est grave. Jamais nous n'avons vu cela. D'accord? Donc nous l'avons dit, nous nous avons porté à l'attention. Je ne vais pas aller devant un tribunal. Moi, je suis un parti politique. Je pose les questions et je pense qu'il y a un État aussi qui doit assumer ses responsabilités par rapport à ce genre de pratique. Demain, lorsque nous aurons les élections, si nous continuons de compter sur la seule force de l'argent pour associer les gens au processus électoral, je crois qu'il y aura péril en la demeure par rapport à la démocratie marocaine. Mais vous me dites parce que vous me dites d'aller à la justice, je viens de vous répondre. Qu'il y a des arguments. Ben, vous avez un parti. En fait, vous voulez parler d'opposition, je vous laisse la parole tout de suite, Mostafa Sahimi. Vous êtes un parti, vous avez des militants, vous ratissez, enfin, vous couvrez l'ensemble du territoire. Vous avez normalement toutes les preuves que vous voulez contre. Mais lorsqu'il s'est agi, lorsqu'il y a dans certains... j'essaie de rester dans le cadre de la loi, c'est tout. Attendez. Lorsqu'il y a eu, dans certains cas, où nous avons pu disposer de preuves, nous avons introduit des recours devant le tribunal constitutionnel. Nous avons fait cela. D'ailleurs, un certain nombre de députés sont tombés, d'accord, du fait des interventions et des recours qui ont été les nôtres. Donc nous l'avons fait localement. Ce que vous dites, nous l'avons fait localement. Mais là, vous m'interpellez au niveau national du parti. Moi, je ne vais pas mener une action en justice au niveau national en ramassant des preuves un peu partout dans le pays. Je voudrais revenir sur une dernière fois sur l'utilisation de l'argent dans les élections. Ce n'est pas le but de l'émission, là, on a encore des questions à poser sur l'opposition. J'ai ma question et je vais enchaîner avec l'opposition, si vous permettez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un modèle économique qui fonctionne, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande. C'est parce qu'il y a offre et demande qu'il y a cette utilisation massive de l'argent que vous dénoncez. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une donnée structurelle qui va rester dans l'expression politique et démocratique? J'ai presque envie de vous dire, en vous entendant parler comme ça, c'est Mostafa. J'ai presque envie de vous dire que, vous savez, en matière de trafic de drogue, il y a une offre et une demande. Et en matière de prostitution aussi, il y a une offre et une demande. En matière de corruption aussi, il y a une offre et une demande. Mais il y a un État. Par rapport à des pratiques qui sont illégales et qui sont reconnues, eh bien, l'État prend des dispositions. En l'espèce, considérez que l'État était défaillant. En l'espèce, je pense qu'il est de notre responsabilité à tous. Je dis bien à tous. État, partis politiques, presse, médias, société civile, citoyens. Il est de notre responsabilité à tous de défendre notre démocratie. Il est de notre responsabilité à tous de porter la question de la probité du processus électoral, non pas du point de vue des urnes, parce que cela est quasiment assuré aujourd'hui, mais en particulier du point de vue de cette influence qui est portée à l'égard de couches défavorisées et extrêmement défavorisées. Et malgré tout ce que vous pouvez faire avec ces gens-là, lorsque nous travaillons avec des milieux populaires, nous défendons leurs dossiers, et nous faisons ça pendant des années et des années, et que vous allez les voir pendant le processus électoral et qu'ils vous disent aussi crûment que cela, c'est Nabil, vous êtes sympathique, vous avez travaillé avec nous, vous êtes très bien, mais honnêtement, les autres nous ont donné des choses que vous n'avez pas données parce qu'ils nous ont payé. Lorsque vous avez ce travestissement, lorsque vous avez ces écarts qui sont, que nous constatons et qui sont très graves pour les valeurs qui sont portées par la société marocaine, il faut qu'on réagisse tous. Et ce n'est pas par l'argent que nous devons procéder à l'émergence d'institutions propres, compétentes. C'est pas la compétition des idées, la compétition des partis. On y arrive. 10 secondes. Si vous permettez, je voudrais ajouter ma question. Est-ce que en 2022, vous considérez qu'il y a eu des avancées démocratiques durables ou pas? Je note d'ailleurs au passage que plus personne ne fait référence à la transition démocratique, comme c'était le cas il y a 10-15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas plus référence à la transition démocratique, c'est parce que c'est quasiment devenu une sorte de slogan éculé.
Mais par contre, ce à quoi nous faisons référence régulièrement au PPS, c'est la nécessité de mettre en œuvre résolument le contenu de la Constitution de 2011. Et donc, à ce niveau-là, et nous avons toujours dit d'ailleurs, qu'adopter la Constitution a été un acte majeur dans l'histoire du Maroc, l'histoire récente. Mais adopter une Constitution, et vous le savez, vous êtes un homme de droit, vous connaissez ces choses-là encore mieux que moi, adopter des textes, quelle que soit leur importance, ça vaut ce que ça vaut. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les mettre en œuvre, quels sont les hommes, les femmes, les partis, les institutions qui vont porter cela pour mettre en œuvre de la meilleure manière possible ces institutions, vous n'avez pas répondu à ma question. Cette Constitution. Est-ce qu'il y a eu capitalisation démocratique ou pas? Alors, avant de répondre j'ai répondu en fait à votre question en vous disant, vous m'avez parlé de transition démocratique. Je suis obligé de vous couper, Nabil Ben Abdellah. On arrive à la moitié de l'émission déjà. Non, oui, mais je veux une réponse à ma question. Il répondra juste après la pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Tout de suite. Allez, on démarre la deuxième partie du débrief. Cette semaine, nous recevons le secrétaire général du Parti du Progrès du Socialisme, le PPS, Nabil Ben Abdellah. Juste avant la pause, il vous a été posé une question, Nabil Ben Abdellah, sur la transition démocratique en 2022. Oui, alors, je pense que c'est cela que vous attendez, Mustafa. Oui, nous sommes en situation de repos démocratique. Certains dans la pêche parlent de repos biologique. Voilà, c'est cela que vous voulez comme réponse. Vous savez que je vais vous la donner, la réponse, parce que, comme l'a dit c'est Aziz tout à l'heure, je n'ai pas la langue bien enfuie dans ma poche. Donc, oui, il faut le dire, et nous le disons régulièrement dans nos communiqués du bureau politique. Nous disons que nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous l'avons dit en 2018, ne l'oubliez pas, démocratique, en matière de liberté, en matière de place des institutions, en matière de capacité des partis politiques à assumer leur autonomie de décision, à assumer la concurrence de leurs programmes et de leurs idées pour offrir le meilleur aux Marocains, la nécessité d'aller plus loin dans les libertés collectives, les libertés individuelles, de réformer le code pénal, de revoir le code de la famille. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes en arrêt, nous sommes en repos. Et il est important aujourd'hui de relancer cela. Vous remarquerez avec moi que le gouvernement actuel, s'il est encore un peu présent sur la question économique et sociale, mais la question politique et démocratique est complètement absente. Alors justement, vous avez répondu à cette question, Nabil Ben Abdellah. Je voudrais revenir parce que j'ai encore pas mal de questions à poser. Vous parlez des institutions, vous parlez des idées, vous parlez de l'engagement politique, du militantisme, vous parlez de la conviction, de la persuasion des électeurs par le positionnement, par l'action. Actuellement, vous êtes dans l'opposition. On sort d'une majorité, donc l'ancienne législature, où il y avait une majorité pléthorique avec une majorité ramassée, même s'ils ne se parlaient pas trop. À l'époque, c'était le PAM et essentiellement l'Istiqlal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Une majorité resserrée autour du RNI avec deux partis, PAM et Istiqlal, et une minorité, une opposition éclatée. Quel est votre rôle dans l'opposition? Vous faites comment pour faire entendre votre voix qu'on n'entend pas beaucoup finalement sur les différents problèmes qu'il y a aujourd'hui? Oui, c'est un peu ce qu'on nous dit un peu partout, mais écoutez... donc on ne doit pas avoir tort. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous faisons ce que nous pouvons. Hier, je viens de vous parler du Code de la famille. Hier, nous avions une journée d'études dans laquelle il y avait une représentativité extrêmement intéressante de tout le panel qui défend la question de l'égalité homme-femme au niveau du Parlement, avec notre groupe parlementaire et notre associé. Égalité en tout, et succession comprise? Pour nous concernant, à nous, vous savez, nous sommes à la pointe de ce combat. Oui, nous sommes pour l'égalité parfaite et totale. Très bien. Dans quoi que vous puissiez. Très bien. Voilà, ça mérite d'être clair. Ça l'a toujours été pour le PPS. Et ça l'a toujours été pour le PPS il y a 40 et 50 ans de cela, pas aujourd'hui. Et donc, de ce côté-là, nous avons également, à chaque fois qu'il est nécessaire, utilisé, depuis que nous sommes dans l'opposition et depuis ce nouveau gouvernement, les questions écrites, les questions orales, les interpellations, les commissions d'enquête. Nous faisons ce que nous pouvons. Le bureau politique du parti se réunit, c'est le seul parti qui se réunit de manière hebdomadaire et produit un communiqué de nature politique et donne des positions sur ce qui se passe, la hausse des prix, la question de la couverture sociale, la question de la santé, la question de l'enseignement, la question des libertés, la question démocratique. C'est le seul parti qui, de manière hebdomadaire, produit, dit ce qu'il a à dire et essaye de faire ce qu'il peut faire. Maintenant, nous avons un problème sur lequel j'aimerais qu'on discute. Il faut reconnaître une chose.
Et nous le disons, je le dirai dans le rapport, au nom du bureau politique, que je présenterai samedi devant le comité central du parti. Il y a un problème, oui, quand je vous dis il y a un repos en matière démocratique, c'est une formule que je viens de trouver devant vous. Vous voulez dire une panne? Une panne, oui. À laquelle je ne souscris pas personnellement, puisque vous avez des élections à intervalles réguliers, avec des alternances. Je ne parle pas des élections. Je vais vous donner des preuves concrètes de cela. Allons-y. L'action politique et la place des partis, il y a de ce côté-là une crise du politique. Pas une crise politique, il y a une crise du politique. Elle est là, tout le monde le reconnaît, y compris les deux partis de gouvernement que vous avez cités, PAM et Istiqlal, qui ont signé un document avec nous lorsque nous étions dans l'opposition pour dire qu'il y a une crise du politique, pour interpeller dans le processus préparatoire des élections et voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises dans ce sens. Les partis politiques ne jouent pas comme il se doit leur rôle, en particulier certains partis qui ne sont là que pour rentrer dans des processus électoraux et ils sont absents sur le reste de la durée. Le mouvement des droits de l'homme, où est-il? Le mouvement d'action pour les droits des femmes, quand je dis où est-il, est-ce qu'il est là avec autant de vigueur qu'il l'a été il y a 10 ans? La presse dont vous faites partie, est-ce qu'elle joue un rôle aussi important d'interpellation qu'elle le faisait alors même que nous étions dans des situations, voire même pendant l'état d'exception ou autre? Donc c'est pour vous dire qu'il y a un ensemble. Comment pouvez-vous dire une chose pareille alors que la presse passe son temps à écrire, à dire chacun avec son positionnement? Il y a les pros, il y a les anti, il y a les un peu entre les deux. Il y a une étude qui vient de sortir dernièrement sur la succession des femmes. C'est Aziz. Vous savez, je n'ai pas l'intention, je n'ai pas, ni vous d'ailleurs, je n'ai pas l'intention, c'est pas le terme vraiment que je voulais utiliser. Non, pas du tout. Je n'ai pas dans mon intention d'être là pour vous tresser des lauriers. Ni vous, ni d'ailleurs, c'est Mustafa Sahimi. Mais vous savez, non, mais je vous le dis parce que ce que je vais dire va dans ce sens. C'est pas parce que vous êtes 5, 6, 7 plumes, peut-être aujourd'hui, à continuer de porter la contradiction sur ces dossiers, que nous pouvons faire œuvre de tranquillité par rapport à la situation des médias dans notre pays. Ni par rapport à la situation politique. J'ai commencé par les partis, donc j'ai commencé par vous dire nous-mêmes. Donc je ne parle pas de vous, parce que je sais heureusement que vous êtes là et que vous avez le courage d'interpeller sur un certain nombre de questions. Et d'autres encore, 4 ou 5 autres, pas plus, vous le savez. Malheureusement, ceci manque aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans une sorte de panne. Et je reviens sur une chose, le gouvernement, mais de ce point de vue, ne nous a... Alors à la limite, même dans le programme gouvernemental, lorsque cela a été présenté par le chef du gouvernement devant le Parlement, il y a eu un titre pour la question de la démocratie, un titre sur lequel rien n'a été développé. Et à ce jour, aucun discours sur la question démocratique ou la question politique ou la question des droits. Question, que faire? Vous savez, cette fameuse interpellation de Lénine, que faire? Oui. Vous savez, moi je pense que ce gouvernement a été élu. Bien ou mal, il a été élu. Avec ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, une utilisation massive de l'argent, ça fait partie des règles. Maintenant, c'est pas le gouvernement a Maintenant, été il est là, élu, ce gouvernement. Nommé, il a investi. Une très large Donc, majorité. Il a une majorité qu'aucun autre gouvernement n'a eue depuis, je ne sais, même avant l'alternance. Donc, ce gouvernement est devant ses responsabilités. D'ailleurs, il dit que, pour la première fois, 3 partis ont une majorité large, que c'est un gouvernement politique. Mais, de grâce, utilisez cela pour être un vrai gouvernement politique, avec une parole politique, avec la capacité de convaincre. Sortez, venez devant Si Aziz Bousta et devant Si Mustafa Sahimi en tant que ministre et en tant que chef du gouvernement. Exprimez-vous, expliquez aux Marocains ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire. Portez également une communication claire. Ayez les hommes et les femmes qui sont capables de sortir et de vous s'exprimer. Et enfin, prenez des mesures et défendez-les, même quand elles sont difficiles. S'il s'agit par exemple de dire et de se présenter devant le Parlement et de dire « Ah, là, devant la hausse des prix, nous ne pouvons rien faire », c'est une déclaration complètement irresponsable de la part d'un gouvernement. Pourquoi ce gouvernement s'en tient à ce mode de gouvernance? Je voudrais vous rappeler que souvent, vous dites dans vos déclarations, que je suis de près, vous le savez, vous dites que ni ce gouvernement, ni la majorité qu'il a, qui est importante au sein du Parlement, n'assument la plénitude de leurs attributions.
Alors je voudrais avoir votre éclairage là-dessus. Pourquoi ce gouvernement et le Parlement n'assument pas la plénitude de leurs attributions? Vous savez, cette question ne date pas d'aujourd'hui. Cette question ne date pas d'aujourd'hui, c'est normal. Ça fait partie de la construction démocratique dans notre pays. Nous avons une constitution dans laquelle un certain nombre de pouvoirs sont dévolus à la monarchie, mais également, normalement, il est écrit dans cette constitution que le pouvoir exécutif est du ressort du gouvernement. Maintenant, dans la pratique, il s'agit d'agir pour que cela se concrétise de plus en plus. Ce gouvernement n'est pas du tout en train d'agir dans ce sens. Ce gouvernement est en train de gérer à la petite semaine ce qui est en train de se passer. On nous dit la guerre en Ukraine, on nous dit les répercussions de la Covid, on dit très bien jusqu'à quand, mais d'autres pays dans le monde... Ma question était différente. Oui. C'est pourquoi ce gouvernement et la majorité qui le soutient n'assument pas la plénitude de leurs attributions constitutionnelles. Je vais vous dire la stricte réalité, parce que vous savez où est-ce que je veux vous emmener? Oui, je sais. Pour porter cela, il faut avoir une réelle vision politique. Il faut avoir une réelle revendication démocratique derrière. Il faut avoir la capacité de porter cette revendication, de la gérer. Des fois on avance, des fois on peut prendre des coups, on peut avoir à reculer, et c'est comme ça, le militantisme, dans toute action, chez nous comme ailleurs. Donc ce gouvernement, par contre, ne veut même pas se situer sur ce terrain. Ce gouvernement est démissionnaire de ce point de vue. Et donc, il est également démissionnaire. Alors, il est démissionnaire sur la question politique, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est démissionnaire sur la question économique et sociale. Demandez le point de vue des entrepreneurs, même officiels, même dans le formel, ils vous diront cela. Et pourtant, ce gouvernement est démissionnaire sur la question sociale. Nous avons une hausse des prix aujourd'hui et des carburants sur laquelle le gouvernement refuse d'agir. Si vous voulez bien, Nabil Mnab, là, je vous interromps sur ce point-là. Je cite. Je ne défends personne, j'essaie de ramener la réalité. Les transporteurs. Charte de l'investissement, généralisation de la couverture sociale, programme Força et Aurash lancé, politique de l'éducation en marche avec la sélection et la formation des enseignants. On est sur 4 milliards de dirhams, ça vient d'être annoncé. Dialogue social qui est abouti avec une augmentation salariale à la clé. Un code pénal favorable aux libertés individuelles, dit le ministre de la Justice, que vous connaissez très bien, c'est Abdel Fouhebi. Soutien aux transporteurs, vous l'avez vous-même cité, en 8 mois, c'est pas mal. À l'aune, hein? Pour l'achat de l'investissement, c'est encore un projet. Ben voilà, c'est encore un projet qui est en train d'avancer. Charte de l'investissement, c'est un projet qui n'est pas encore présenté. Et lorsqu'il sera présenté, il s'agira de le mettre en œuvre. Donc, on jugera sur pièce. Donc, ce n'est pas une réalisation, c'est encore rien. Code pénal, à 8 mois, oui, à l'aune d'une relance Covid, à l'aune d'une guerre en Europe. Code pénal, c'est un autre projet. Code pénal, je peux vous dire, en parlant au nom de mon ami Ouabi, parce que lui-même vous aurait dit la même chose, il est en ce moment en train de travailler sur le code de la procédure pénale avant de passer au code pénal, donc ce n'est même pas encore un projet. Donc pour l'instant, on n'a encore rien vu. Sur la question du dialogue social, je vais vous dire une chose. Eh bien, demandez aux différents milieux qui suivent cette question, l'accord qui a été signé est en deçà de ce qui aurait pu être signé avec Abdelillah Ben Kenan, et j'étais partenaire dans ces négociations, parce qu'à l'époque, une vision politicienne a prévalu pour ne pas favoriser le PJD lors des élections de 2016, malheureusement. Donc il y avait la possibilité de signer un accord social qui était nettement plus avancé que celui auquel nous avons eu droit. Notamment le ciblage des populations. Notamment le ciblage des populations. Il y avait un accord social nettement plus avancé. Il était écrit et il a été refusé au dernier moment, et je suis témoin de ces questions-là puisque j'étais dedans et que j'ai essayé de jouer à la médiation entre les syndicats et entre le gouvernement de Abdelillah Ben Kenan de l'époque. Donc en retrait. Força et Aurash sont au stade de projets qui commencent à être mis en œuvre, nous les jugerons. Mais pour l'instant, il ne faut pas attendre de ces deux projets qu'ils changent la donne, ni du point de vue économique, ni du point de vue social. Ce n'est pas avec quelques entreprises petites, très petites de surcroît, que nous allons relancer l'économie nationale. Si tant est que c'est bien, c'est tant mieux. C'est un programme, nous l'avons signalé dans des communiqués du bureau politique du parti, nous avons dit soit très bien pour Força, très bien pour Aurash, et très bien pour l'action menée par Chakib Ben Moussa, qui fait un travail de fond
au niveau de l'éducation nationale. Ah, quand même, vous avez un projet qui a grâce à vos Bien yeux. sûr, mais parce que vous avez été ministre parce que nous sommes un parti objectif. Et je vais vous dire, vous avez été ministre plusieurs fois, vous savez que ça prend du temps. Oui, mais je sais, mais je le reconnais là où il y a du boulot. Donc là où il y a du boulot, pourquoi? Parce qu'il y a eu compréhension qu'en matière de réforme de l'éducation, rien ne pourra se faire si les ressources humaines de l'éducation ne sont pas associées à la réforme. La consultation. Donc, Cheikh Ibn Moussa l'a compris et est en train de le faire. Ça prend du temps, nous le savons, donc nous lui laissons le temps pour se faire. Et bien sûr, nous serons vigilants sur le rôle et la place de l'école publique, sur comment cette réforme sera mise en œuvre dans ces différentes étapes, mais nous le soutiendrons parce que c'est une œuvre nationale. C'est une œuvre extrêmement importante. C'est bien, s'il c'est s'agit bien ce que vous d'aller dites. dans Je ce voudrais sens. enchaîner. Vous dressez un tableau en demi-teinte de l'immobilisme relatif du gouvernement, en tout cas pour ces c'est pas en 8 premiers mois. demi-teinte, c'est pas du tout en demi-teinte ce qu'il dresse. Non, de 2022, sur les 8 premiers mois. Non, mais vous me laissez. Ma question... Je voudrais juste vous dire une chose. Je ne vais pas être long. Le plus important dans tout ça, c'est que ce gouvernement nous a dit. Alors, je comprends qu'on nous dise l'Ukraine, qu'on nous dise la Covid, qu'on nous dise tout cela, très bien. Mais si vous reportez d'un an ou de deux ce que vous avez annoncé dans votre programme gouvernemental, vous avez dit deux choses fondamentales. Vous avez dit, en tant que gouvernement, que vous portez le nouveau modèle de développement, que vous allez le mettre en œuvre, sachant qu'en 2035, il s'agit de le mettre en œuvre. Rien n'a été fait dans ce sens, absolument rien. Expliquez-nous pourquoi. Est-ce que vous allez faire ça dans la loi de finances 2023 puis 2024? Sortez le dire. Portez la parole politique. Soyez un gouvernement politique capable d'expliquer ce qui se passe. Vous gérez des contraintes aujourd'hui, vous gérez la hausse des prix, comment vous allez la gérer? Rien. Rien. Le silence de ce gouvernement est assourdissant. Sur la question de l'État social, deuxième grand slogan de ce gouvernement, il ne s'agit pas d'avoir des slogans. L'État social, ils sont très loin de cela. En tant qu'orientation politique, ils sont très... L'État social, d'abord, c'est une approche idéologique, c'est une approche politique, c'est une approche qui est progressiste. Projet de société. C'est un projet de société. Donc vous arrivez, vous nous dites, nous avons sorti 22 décrets sur la question de la couverture sociale. Soit vous avez sorti 22 décrets, mais... Dans quel sens va aller cette couverture sociale? Est-ce que vous allez accorder la primeur à l'hôpital public et renforcer l'offre de soins et avoir réellement pour tout le peuple une couverture sociale qui sera au niveau qu'il faut? Ou bien vous allez rééditer l'expérience du RAMED et nous allons avoir l'argent qui va être mis dans cette escarcelle qui sera dédié principalement à un secteur privé vous ne pensez pas qu'ils sont déjà extrêmement important. Sur ce plan-là, si vous permettez, Aziz, vous avez raison pour ce qui est des interrogations que vous formulez pour le nouveau modèle de développement. Et on a pu observer, en termes diplomatiques, une distanciation de ce gouvernement par rapport aux axes stratégiques du nouveau modèle de développement. D'autant qu'il était prévu dans le rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement la signature d'un pacte national dont plus personne ne parle. C'est intéressant à relever. Ma question est celle-ci. Compte tenu de la manière dont ça démarre, en tout cas depuis 8 mois, est-ce que vous pensez qu'en l'état, ce cabinet peut durer jusqu'en 2026, jusqu'à la fin de la législature? Et après tout, il peut durer avec ce qui se passe, d'autant qu'on peut penser qu'il n'y a pas d'alternative en face. Alors, très bien. Parce que vous avez deux questions. Une sur lesquelles il s'agit de répondre rapidement. On arrive sur les prix, justement. Alors la première, justement. La première. Si nous voulons entamer des réformes et les réussir et prendre en charge cette situation qui est difficile, elle est difficile à l'échelle mondiale, il faut le reconnaître, mais elle est difficile chez nous également, eh bien, il faudrait un peu de stabilité. Donc moi, ce que je souhaite à ce gouvernement, c'est qu'il puisse durer. Et je l'ai dit à Aziz Akhannouch lorsqu'il m'a reçu. Je lui ai dit, nous voulons que tu réussisses. Je le tutoie devant vous ici parce que c'est ce que je fais dans la vie courante, mais que vous réussissiez, monsieur le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Donc, nous le voulons parce que le pays a besoin que vous réussissiez. Parce que nous ne pensons pas à notre intérêt, nous, en tant que parti, parce que nous ne sommes pas membres de ce gouvernement, nous pensons à l'intérêt du pays. Maintenant,
je ne peux pas vous répondre sur le fait est-ce que ce gouvernement va pouvoir durer ou pas, mais ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il puisse mener des réformes sérieuses, qui plaisent ou qui déplaisent, mais qu'il mène, qu'il ait une action, qu'il ait une trace, d'accord, dans l'alternative dont nous avons besoin. En second lieu, je considère qu'aujourd'hui, mais il faut le temps pour se faire. Ce que je vais vous dire, il faut le temps pour se faire, et j'aimerais bien qu'on puisse en parler un peu. Vous savez, on a essayé, les islamistes, il y a eu les 10 ans que nous avons eus. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement d'orientation libérale, mais qui ne porte même pas son identité libérale comme il se doit, est incapable de l'assumer pleinement. Je pense qu'une autoroute s'ouvre devant ce qui pourrait être une alternative progressiste, démocratique. Je pense qu'une autoroute s'ouvre. Maintenant, est-ce que l'état de la gauche, est-ce que l'état des forces de progrès permet cela? Je reconnais avec vous que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et qu'il y a un travail à faire, que nous essayons de faire au niveau du parti, notamment dans le processus préparatoire de notre congrès, de notre 11e congrès, pour nous ouvrir sur les autres forces de gauche, mais pour aller au-delà des autres forces de gauche. D'abord, au-delà des murs des partis politiques, parce que le peuple de gauche, tel que je l'appelle, se trouve probablement aujourd'hui plus à l'extérieur des partis qu'à l'intérieur de ces partis, y compris des nôtres. Il faudrait se demander pourquoi, d'ailleurs. Et il y a un mouvement social, d'accord, qu'il s'agit de réveiller, celui des droits de l'homme, celui des droits des femmes, celui de l'action pour le code pénal, pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives. Très bien, on a compris la vous voyez, là, donc, mais ça demande du temps. Je reconnais qu'aujourd'hui, cette alternative en perspective n'est pas encore capable d'émerger aujourd'hui et d'être majoritaire. Ce temps que vous demandez et que demandent pas mal de projets, nous ne l'avons pas dans cette émission. Il nous reste 5 minutes. Malheureusement, parce que... Mais vous avez beaucoup parlé de passé, donc c'est vous savez, c'est avec le passé qu'on façonne l'avenir et qu'on comprend le présent. Cette question des compensations des prix du carburant, vous étiez en situation. Oui. Merci de me poser cette question. Et les prix s'envolent, je ne vous apprends rien. Vous allez certainement attaquer bille en tête le gouvernement qui n'a pas fait, Vous, Nabil Ben Abdallah, ministre de quelque chose, membre du gouvernement. Qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tout à fait. Bien. Alors, et les réponses les plus courtes sont les meilleures et les plus pertinentes. Très bien. Alors, concrètement, sur cette question, on ne peut pas nous servir juste, il y a crise internationale, les carburants, les prix des hydrocarbures sont en train de flamber et donc nous ne pouvons rien faire. Ce qui a été dit, y compris Vous aurez fait quoi par Madame la ministre des Finances. Nous considérons que, en premier lieu, un certain nombre de pays, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme la Hollande, récemment en Corse, et d'autres pays, sont intervenus de manière directe sur la question de la structure des prix des carburants, lesquels prix des carburants ont une influence directe sur le reste des prix. Bien. De deux manières. En premier lieu, ils ont négocié avec les grandes sociétés pétrolières la diminution de leur marge bénéficiaire. En deuxième lieu, et nous aurions pu le faire aussi, en deuxième lieu, ils sont intervenus sur ce qu'on appelle chez nous la TIC, la taxe sur les importations de carburant. Ici, on refuse. Vous savez pourquoi? Ce gouvernement refuse de le dire. Il refuse parce que, plus les prix augmentent, plus cette TIC est importante et plus c'est une manne, c'est une aubaine. La TIC, elle ne bouge pas. Elle bouge. C'est la TVA qui bouge. Non, elle bouge aussi parce que elle est proportionnelle, c'est un pourcentage sur l'ensemble. Donc, c'est une aubaine extraordinaire pour le gouvernement qui ne veut pas le dire. Bien, si le gouvernement ne veut pas jouer sur la TIC en disant que ça nous permet de financer autre chose, mais qu'ils mettent en œuvre leurs slogans électoraux. Rappelez-vous, ces partis nous ont dit qu'ils allaient augmenter les salaires d'un certain nombre de professions. Ce gouvernement nous a dit qu'ils allaient donner le fameux revenu minimum à un certain nombre de couches sociales. Ce gouvernement nous a dit qu'il allait augmenter les retraites pour les plus démunis. Eh bien, il n'a rien fait de tout cela à ce jour. Donc, 1, ne pas agir sur la TIC. 2, ne rien donner aux couches sociales les plus défavorisées. Alors, c'est pour cela que je vous dis, nous aurions fait cela. Et en dernier lieu, attendez, une question importante. Là, Samir, pourquoi? Et nous demandons un débat avec ce gouvernement. D'ailleurs, nous allons l'organiser au Parlement.
Nous allons aller au Parlement début juillet et avec un certain nombre d'acteurs, nous allons organiser un débat et nous voulons que le gouvernement puisse débattre avec nous. Pourquoi vous ne voulez pas relancer la Samir? Alors les questions juridiques, etc., la situation, c'est une chose. Mais une chose est certaine, la Samir jouait un rôle important en matière de... Vous étiez quand même au gouvernement quand oui, nous avons porté cette revendication et de l'intérieur même du gouvernement, un certain nombre d'autres acteurs ne souhaitaient pas que la Samir soit remise en service. Alors, donc aujourd'hui, je pense qu'en matière de stockage, en matière d'importation et de réserve, d'accord, et en matière de distribution, la Samir peut jouer un rôle extrêmement important pour l'indépendance énergétique de notre pays. Et malgré cela, la Samir ne veut pas le remettre en cause. Double, compte tenu des Très 60 rapidement, secondes il reste une minute et demie, Mustafa Oui, Salimi. alors, première question, vous dites que vous n'allez pas solliciter pour l'instant un 4e mandat, vous êtes et je vous cite, je manque d'énergie. Je formule l'hypothèse que, en fait, vous savez très bien ce que vous allez faire et que vos déclarations, c'est de l'enfumage. Vous allez être... Qui n'engage que ceux qui y croient. Non, mais c'est ça ma question. Il y aura un 4e mandat, Nabil Blabla. Question secondaire, sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine, vous avez des relations historiques particulières avec l'ex-URSS et la Russie. Et je sens comme de la retenue, sinon de la gêne, quant à la prise de position de votre parti sur ce qui se passe. Merci, Mustafa Salimi. Il reste une minute, Nabil Blabla, pour les deux questions. Alors, je vais vous dire une chose, je le fais non pas pour le cinéma, mais je le fais parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années, et avec Aziz aussi. Je vais vous dire une chose, sur mon honneur, que je veux au plus profond de moi-même partir. Ce n'est pas de l'enfumage. Maintenant, il y a un débat au sein du parti. Il est effectif qu'une immense majorité, voire une quasi-unanimité, souhaite que je reste. Et je suis vraiment, traversé. On aura maintenant, il y a 30 secondes. Maintenant, mais l'affaire n'est pas encore jouée. Et j'espère que d'ici le Congrès, nous allons faire émerger quelqu'un d'autre qui puisse jouir d'un consensus autour de lui. Sur l'Ukraine. Non, c'est Aziz. Sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, je vais vous dire une chose. Moi, je considère que, vous savez, c'est Mustafa, ce qui se passe en Ukraine, et c'est notre position réelle, c'est finalement un théâtre nouveau dans lequel s'affrontent les différences fortes du capitalisme mondial. C'est tout. Aujourd'hui, c'est une question de primauté. Qui va assumer cette primauté? C'est l'Ukraine, ça peut être dans un autre territoire. Je vous réfère la position du Maroc. Je vous réfère en cela à la position du Maroc. La position du Maroc est une position intelligente. La position du Maroc est une position de retenue. La position du Maroc est une position d'équilibre que nous soutenons pleinement. Parce que le Maroc ne veut pas se retrouver ni dans un camp ni dans l'autre. Et donc, de ce fait, nous-mêmes, nous considérons qu'aujourd'hui, il s'agit d'appeler à la paix, de dénoncer cette guerre et de dire arrêtez de jouer comme ça avec la stabilité mondiale et d'exposer le monde entier à une dérive économique, sociale, sécuritaire, militaire. Nous ne savons pas où cela peut aller. Et donc voilà notre position, rien à voir ni avec l'URSS ni avec autre chose. Merci Nabil Ben Abdallah. Mohamed Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS. On va voir ce qui va se passer pour le Congrès. Merci Mustafa Salimi, merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.